Bonjour. Donc, on est ici aujourd'hui effectivement pour présenter les projets pour L'Oréal au 14 Royal à Paris, le visionnaire espace François Dalle. Donc, d'abord, l'équipe ici présente, moi, Thierry Rivière, en tant qu'architecte mandataire, RFR Structure Enveloppe et l'entreprise Bellapart pour la partie exécution. Donc, d'abord, une présentation. Fabio Bezze, qui est architecte associé du cabinet Moati Rivière. Euh, Quelques mots sur l'agence. L'agence Moati Rivière a été créée en 2001 de la rencontre entre la Moati et Rivière et compte aujourd'hui 4 associés en plus de la Moati et environ une trentaine entre architectes et designers. Nous répondons sur des projets divers et variés, donc disons, les équipements culturels, les logements, l'hôtellerie, les grandes institutions, l'immobilier commercial et l'immobilier d'entreprise. Et notre savoir-faire se situe au croisement entre l'architecture d'intérieur, le design et la scénographie, ce qui nous permet de répondre sur des missions complètes entre, disons, du projet architectural jusqu'à la définition des intérieurs et du mobilier, ce qui est le cas pour les projets qu'on vous présente aujourd'hui. Ici, quelques références de l'agence passées récentes, donc quelques références parisiennes. Je ne sais pas si ça marche. Voilà, pointeur, pas très efficace. Donc, du projet L'Oréal qu'on va vous présenter à l'hôtel de la Marine, le premier étage de la Tour Eiffel, qui a été d'ailleurs un des premiers travaux chantiers faits avec l'entreprise Bellapart et RFR, ainsi que d'autres projets parisiens, le siège de Jean-Paul Gaultier, la Banque de France. Des projets qui jouent avec la lumière. On voit aussi les projets des franciscaines à Deauville, avec un grand lustre de 400 mètres carrés, ou encore les boutiques et logements de luxe à Ibiza avec des volettes qui sculptent la lumière, le centre Bourse Lafayette à Marseille, ainsi que le centre international du graphisme à Chaumont. Des projets aussi pour la transformation des bureaux en logements et quelques projets plus récents, en cours, disons, comme la Grande Halle des Pantins, la médiathèque de Champigny-sur-Marne ou les 50 000 m² avenue Hoche, qui sont aujourd'hui en cours par l'agence. Je laisse les présentations à RFR. Bonjour à tous, je suis Charles Dufresne, je suis directeur de projet chez RFR Structure et Enveloppe. RFR est un bureau d'études donc composé d'architectes et d'ingénieurs spécialisés dans les structures complexes et les enveloppes sophistiquées. RFR rejoint le groupe Artelia en 2015, devient une filiale autonome en 2018, mais reste tout de même très attaché à l'héritage de RFR, créé en 1982 par Martin Francis, Ian Ritchie et bien évidemment Peter Rice. Oh, pardon. Au-delà de notre compétence technique, RFR est très attaché à réaliser des projets qui concilient l'architecture, l'impact environnemental, l'impact carbone et également le confort le confort des occupants des ouvrages. RFR a participé à de nombreux projets en neuf, mais également beaucoup de rénovations avec des typologies de bâtiments très différents, aussi bien de l'éducation avec le campus notamment de l'ENS Saclay sur le plateau de Saclay, également le campus AgroParisTech également au plateau de Saclay. Également des projets très emblématiques parisiens tels que la rénovation de la Samaritaine qui alliait des typologies multiples de logements, de bureaux et de commerces. Et à l'heure actuelle, RFR et Artelia sont extrêmement, excusez-moi, je perds mes mots, sont extrêmement impliqués dans le Grand Paris, et notamment avec la réalisation de nombreuses gares, notamment la gare de Saint-Denis-Pleyel qui vient justement d'être livrée ces dernières semaines, et également des gares en cours de travaux, notamment à Orsay et à Palaiseau. Je vais passer la parole à Sarah pour présenter l'entreprise Bellapart. Merci. Je suis Sarah Arbos. Je viens de Bellapart, qui est une entreprise avec la siège centrale à Barcelone. On a plus de 80 ans. Moi, je suis la 4e génération. On fait
toute l'enveloppe de la conception et on a ingénieur, architecte, jusqu'à la mise en place et l'installation des ouvrages complexes, notamment avec acier et verre, mais aussi avec des autres matériaux. Comme j'ai dit, je suis la 4e génération et j'ai pris la charge de la direction en 2020. On a fait une grande évolution, toujours dans d'abord construction machinerie, après menuiserie métallique, c'était mes grands-parents, mon père sur l'ingénierie innovante, et là, on maîtrise l'internationalisation et on travaille par tout le monde, notamment Europe et Amérique du Nord, et on fait des ouvrages toujours complexes avec une ingénierie et une valeur ajoutée notable. Et voilà, je laisse la parole. Ok. Donc, le 14 août L'Oréal. L'Oréal organise un concours de maîtrise d'œuvre et d'architecte que l'agence Moati Rivière remporte avec son équipe, bien évidemment. Donc, on est au début 2018. Ici, le bâtiment qui se trouve au carrefour entre la rue Royale, au croisement entre la rue Royale et la rue Saint-Honoré, à quelques pas de la place de la Concorde et de la Madeleine. C'est un lieu emblématique pour L'Oréal parce que c'est ici qu'Eugène Schueller, en 1937, installe ses bureaux exactement au 3e étage de l'angle de ce bâtiment. Et L'Oréal voulait en faire en fait un lieu emblématique de la marque, un lieu qui est dédié à ses équipes, mais qui est aussi un lieu de formation, d'innovation, de création. Et il nous a demandé un projet qui était ambitieux, un geste architectural fort qui puisse incarner les valeurs de la marque. Ainsi, pour résumer, le visionnaire Espace François Dalle devait être le lieu des origines de L'Oréal, le lieu de transmission de la connaissance, un lieu d'innovation, un lieu pour recevoir les équipes de L'Oréal. Donc, c'est aussi un lieu de convivialité et de rencontre, un lieu de bien-être aussi pour les utilisateurs et certainement un lieu de beauté et un lieu de mystère. Donc, on voit ici la cour historique comme c'est présenté à nous en 2018. Donc, on voit la cour, il ne reste pas grand-chose, disons, de l'aspect 18e de ce bâtiment. C'est quand même un bâtiment 18e. Et ici, on voit, c'est assez parlant sur ce plan, en fait, entre la rue Royale et la rue Saint-Honoré, les façades qui sont classées au titre de monuments historiques et les façades qui, côté cour, par contre, sont inscrites au titre de monuments historiques. Donc, pour nous, c'était clair que notre intervention doit être localisée dans cette zone de la cour, là où il y a la ligne pointillée, en dehors des protections patrimoniales. Donc la symbolique, certes, l'agence Moati Rivière et donc la recherche de la symbolique est au centre de notre travail. Et donc nous cherchons à inventer des lieux qui appartiennent à tous par une dimension symbolique. Parce qu'on pense que c'est par le symbole qu'on arrive à pérenniser l'architecture. Et ici, dans ce projet, la symbolique est traduite par ces volumes, une espèce d'ovoïde suspendu au milieu de la cour. C'est à la fois un cœur, un cerveau, c'est la maternité, c'est là où tout commence. Et donc, cet objet architectural qui, à l'intérieur, est revêtu d'une laque réfléchissante qui irradie toute la cour et qui est abrité par une grande verrière, une spirale d'énergie qui est fait 25 mètres de haut et 8 mètres de large, et qui la protège et l'enveloppe. Donc c'est là toute la symbolique. À l'intérieur du visionnaire, ce volume suspendu, il y a une salle spécialement conçue pour L'Oréal avec un dispositif digital innovant et, comme je disais, spécialement conçu pour la recherche et l'innovation. Là, on voit le bâtiment et la grande verrière qui s'installe dans la cour historique. On voit, on est dans un contexte patrimonial très important. Et on voit le dialogue qui s'installe, qui se tisse entre la verrière et la cour historique. Cour historique qui a été complètement, disons, restaurée. Donc, il y a eu un vrai travail de conquête patrimoniale. On a retrouvé les façades en pierre de taille. On a retrouvé les garde-corps en fer forgé qui étaient typiques de ces bâtiments 18e, mais dans une nouvelle relation qui se tisse entre la verrière la verrière contemporaine et le bâtiment historique
dans ce jeu de reflets et de profondeur qu'on a recherché. Ici, on voit la coupe pour comprendre un peu mieux effectivement la transformation qui est conséquente. Sur votre gauche, il y a la rue Royale. Au centre, la cour historique. Et on voit effectivement cette grande verrière qui prend place dans la cour avec cet objet qui est suspendu. Et tous les espaces en fait, qui sont ouverts vers ce grand vide qui donc devient comme une boussole. C'est un point visuel très fort au milieu de la cour et qui est visible de tous les espaces autour. C'était pour nous aussi un voyage. Tous ces espaces devaient être traités avec des lumières, des couleurs différentes pour donner du sens au déplacement. Donc depuis le rez-de-chaussée, le hall d'entrée, le premier étage des ateliers de travail, au deuxième étage, dans la partie, dans la plus belle hauteur, on retrouve une grande salle qui s'appelle la galerie pour recevoir. Au troisième étage, des salles qui sont des salles de travail comme des petits lofts qui donnent accès à l'intérieur du visionnaire. Et ce n'est pas un hasard qu'il soit là à l'entrée parce que c'est au troisième étage qui se trouve le bureau historique de Jean Schweller. Et donc c'est là qui devait se matérialiser pour nous ce lien entre le passé et le futur, ce qu'on appelle la mémoire du passé et la mémoire du futur. Pour terminer, au quatrième et cinquième étage, l'Académie L'Oréal qui prend place et l'accès sous la coupole de la Grande Verrière. Quelques images rapides de ces espaces qui s'ouvrent vers la verrière. Au rez-de-chaussée, un grand cabinet de curiosité pour raconter l'histoire de L'Oréal à travers 25 niches thématiques qui sont des niches, disons, interactives, multimédia. Au deuxième étage, une grande salle de réception. Le plafond a été travaillé avec plus de 14 000 tubes transparents en verre borosilicate, un lustre à l'échelle de la pièce qui magnifie la fonction de recevoir. Et on voit sur l'image de droite cet escalier qui, depuis le rez-de-chaussée, nous amène vers cette salle dans une promenade architecturale sous les reflets du volume suspendu du visionnaire. Donc, depuis le deuxième étage, on le voit depuis le balcon, on a cette vue en profondeur vers la cour historique, magnifiée par les reflets du visionnaire. Encore, au troisième étage, on rentre à l'intérieur de cette coque suspendue, les grands dispositifs digitaux spécialement conçus pour L'Oréal, l'accès vers l'intérieur de la salle par une passerelle qui nous permet de traverser le vide qui ceinture le volume. Et pour terminer, le dernier étage, cinquième étage, l'étage de l'Académie des coiffures L'Oréal, avec l'accès à la verrière et sous les ciels de Paris. Ici, l'espace en fait, qu'on a au cinquième étage, on remarque des panneaux suspendus, c'est des panneaux en bois micro-perforé pour traiter l'acoustique de ces lieux, qui devaient être un lieu de beauté, mais aussi un lieu dans lequel on se sent bien. En fait. Donc, juste quelques mots, vous l'avez compris, sur la partie centrale du projet, la grande verrière qui est au milieu de la cour. Donc pour nous, le point essentiel pour développer cet ouvrage, c'était de créer une ascendance dynamique, c'est-à-dire une hiérarchie structurelle entre la structure primaire et secondaire, qui donne une direction, en fait, qui est matérialisée par les capots serreurs à l'extérieur, spécialement conçus, et qui donne donc cette direction d'enveloppement jusqu'à l'apex, jusqu'au sommet de la verrière, dans l'autre sens que des joints de silicone. Une coupole transparente, donc on voulait que toutes les structures s'arrêtent avant d'arriver à l'apex de la verrière, de façon à laisser dégager en fait la vue verticale. Donc il y a une poutre périphérique, il y a une poutre en forme d'ovale, une poutre échelle qui permet de raccorder toute la structure et de laisser dégager le centre. La continuité du reflet, je le disais tout à l'heure, c'est parce que, en fait, comme vous voyez, on voulait que les vitrages la surface des vitrages adhère le plus possible à la surface de référence pour avoir une continuité de reflet, même si déformée, certes, par la forme de la verrière. La ventilation naturelle, comme je disais, pour donner du confort. Donc, 13 ouvrants des ventilations sont placés en correspondance de cette poutre échelle et ils permettent la ventilation naturelle de l'espace. La parfaite intégration avec la toiture existante, car on est dans un contexte historique, donc il y a la confrontation entre la géométrie complexe de la verrière et les toitures
en zinc existante. Donc, on a retravaillé toute la partie en fait, côté cour pour que la toiture en zinc se marie avec ces mouvements en éventail autour de la verrière. Et pour terminer, la précision d'assemblage, pour nous, c'était essentiel qu'il n'y ait pas de soudure faite sur site, car la soudure en chantier, ce n'est jamais une garantie de parfaite exécution. On voulait que ça soit presque une œuvre de serrurerie et pas une œuvre de charpente en termes de finition et de qualité d'assemblage. Donc, on a mis au point, grâce à l'entreprise Bellapart aussi, ces nœuds en fait, qui sont usinés à partir des pièces d'acier massives et qui sont liaisonnés mécaniquement, qui permettent de liaisonner mécaniquement la structure primaire et la structure secondaire. Ainsi, les serrages sont localisés à l'arrière de la structure et on voit absolument rien. Les détails est très bien résolu dans ce point de vue. Et cette méthodologie, a permis aussi de préfabriquer toutes les pièces en fait, en atelier, d'avoir toutes les pièces déjà pré-laquées et de faire comme que l'assemblage sur site, comme un grand mécano à l'échelle de 25 mètres. Donc enfin, le projet fini que vous pouvez voir aujourd'hui à la Royale, pour nous, c'était un défi architectural et technique qui a été possible aussi grâce à la collaboration avec des ingénieurs talentueux. Et là, je laisse la parole à RFR, qui a suivi avec l'équipe toute la partie d'ingénierie. De nombreuses personnes chez RFR ont participé à l'élaboration de ce projet extrêmement complexe en termes de structure, de géométrie, d'enveloppe. C'est ces trois aspects que je vais développer. En tout premier lieu, nous allons parler de la géométrie. La géométrie de cette verrière, pour en définir une surface de référence, nous avons utilisé le principe de balayage. Pour générer une surface de balayage, nous faisons parcourir une courbe le long d'une autre courbe. La courbe génératrice qui va parcourir l'autre courbe qu'on appelle le rail reste fixe le long du rail et toujours de manière normale. Une fois que cette surface de référence a été générée, il a fallu la border, donc les bordures de cette surface sont données contextuellement par le site, c'est-à-dire des distances entre les façades existantes et l'ouvrage qui permettraient notamment et le montage, mais également la maintenance de l'ouvrage a posteriori. Également au sol, l'emprise voulue par l'architecture au sein de la cour et évidemment le raccord en toiture dont Fabio vient de vous détailler le principe. La génératrice et les génératrices et le rail sont elles-mêmes des courbes formées par soit des portions de droite, des arcs de cercle, le tout raccordé par des courbes de raccord. Quand la génératrice parcourt la courbe de rail, cela advient à générer la surface de référence qui se retrouve être une composition de sous-surfaces avec des sous-surfaces qui prennent plusieurs formes, qui peuvent être des surfaces circulaires, des surfaces libres ou gauches, et également des portions de tore. Une fois qu'on a géré cette surface, les deux directions et le calpinage de cette enveloppe a été donné par l'architecture. Donc il s'agit de deux courbes tridimensionnelles dont Fabio a parlé, qui d'un côté sont la trame de capot-serreur, de l'autre la trame en silicone. La trame principale que vous avez en bleu, qui est la trame principale donc, de l'enveloppe, se constitue de tubes cintrés qui respectent parfaitement la surface de référence. Une structure secondaire, cette fois-ci rectiligne, qui suivent un profil rectangulaire. Cette maille ainsi créée est soutenue, déchargée par un système de bielles hors plan qui forme une connexion physique avec l'ovoïde de la selle du visionnaire intérieur. Cette mise en place des bielles a permis de réduire au maximum
le dimensionnement des structures primaires et secondaires. Enfin, vous avez des structures donc, en rive, notamment en rive verticale, qui vont se connecter aux grosses œuvres. Et enfin, comme Fabio en parlait, une structure type échelle en forme d'ovoïde pour soutenir le vitrage sphérique de l'apex et également les ouvrants de confort. Enfin, une structure donc tertiaire qui est à proprement parler la structure support de l'enveloppe, qui se formalise sous la forme d'un plat formant un ruban qui parcourt dans la direction de la structure principale la verrière et qui accueille les systèmes d'étanchéité et de serrage des vitrages. Comme Fabio l'avait précisé, les nœuds ont été travaillés extrêmement finement pour qu'ils s'adaptent parfaitement à la rencontre de ces deux réseaux primaires et secondaires formant la maille. Un soin avait été également extrêmement apporté sur les attaches des structures latérales de rive qui étaient visibles dans le projet. Ici, vous avez donc le schéma structurel d'ensemble avec la réalisation où on voit cette hiérarchie qui apparaît entre la structure principale, la structure secondaire rectiligne, les bielles de connexion avec l'ovoïde et les pièces de racole qui participent pleinement à l'architecture intérieure du lieu. Une fois que cette structure est définie, il a fallu définir notamment la composition des vitrages. Les vitrages sont pour la plupart à double courbure, ces vitrages donc bombés, à chaud, et qui présentent une composition assez complexe. Au niveau architectural, la volonté était de ne pas avoir des vitrages trop teintés et de garder un maximum de transparence de cette enveloppe. Il n'était pas très pertinent d'utiliser des couches de contrôle solaire classiques qui auraient eu pour effet de teinter beaucoup le vitrage. Il a été préféré une solution de travail par réflexion avec la mise en place d'une couche réfléchissante, Ipasol Bright White. Cette seule couche réfléchissante n'était pas suffisamment efficace pour contrer les apports solaires au sein de cette verrière. Elle a donc été complétée par un système de sérigraphie sérigraphie. Enfin, ni la couche Bright ni la couche de sérigraphie n'est vraiment très efficace en termes de basse émissivité des vitrages. Donc une troisième couche, cette fois-ci faiblement émissive, a également été mise au contact de la lactaire du double vitrage isolant. Le vitrage isolant est donc composé d'un double vitrage feuilleté, d'une amargon à 90%, et d'une intercalaire type mousse qui permettait de suivre la courbure et de réaliser correctement l'assemblage de ces vitrages à double courbure. La sérigraphie, on l'a voulu contextualiser, c'est-à-dire qu'une étude solaire et d'ensoleillement a été menée très finement par le bureau d'études Étamine, bureau d'études environnement, qui a permis de nous fournir une cartographie très précise de l'irradiation solaire sur l'ouvrage. Vous avez ici les courbes de flux que reçoit donc la verrière, la ligne grise matérialisant la limite où la sérigraphie n'était plus nécessaire pour garantir nos valeurs de facteurs solaires voulues. Cette étude précise nous a permis de mettre en place une sérigraphie qui se densifie au fur et à mesure de l'ascension le long de l'ouvrage. La sérigraphie est nulle en partant du sol pour arriver vers un taux de 45 ou 50% au niveau de l'apex. Ces deux images sont assez révélatrices où on voit que la transparence est conservée très fortement au niveau inférieur. Et on voit cet effet un petit peu plus laiteux, un petit peu plus feutré, avec le taux de sérigraphie maximal au niveau de l'apex. Ah. Je ne sais pas. J'ai rien fait, moi. Il faut avancer un peu. J'y vais, là. Donc, on recommence. Vous reprenez la main, là? Non, là, ça allait un petit peu trop loin.
Alors, on en était où? Non. Voilà, Voilà. on y est. Bon, ça a complètement cassé mon C'est la effet de prochaine. surprise. Faut passer avant. Bon, on était là. voilà. Donc le taux de sérigraphie, donc voilà, qui est donc contextualisé en fonction justement d'une étude d'ensoleillement très précise. Pour parler très rapidement du système d'enveloppe, donc comme Fabio l'a dit, une première direction avec des capots et des prises en feuillure, de l'autre côté un silicone. En fait, les vitrages à double courbure sont tenus sur deux côtés uniquement, avec le long de la structure tertiaire et un vitrage bord à bord au droit des joints silicone dans le plan de la structure secondaire. En bas, vous avez une image qui représente justement le parcours et notamment tout le principe de drainage qui parcourt finalement du haut en bas de la verrière. Enfin, pour terminer, je voudrais revenir sur deux éléments qui sont très importants dans ce projet, mais qui ne se sentent pas forcément. C'est tout ce qui a trait aux déformations et également aux tolérances. Dans un projet comme ça, on n'a pas vraiment de critères de tolérance adaptés à un type d'ouvrage. Donc, il y a eu un grand travail, notamment par Bellapart, de justification, de vérification et de prouver, enfin pas de prouver, mais de réfléchir et de justifier la compatibilité des déplacements de la structure comparée aux critères de déformation des vitrages. Il y a eu également un gros travail sur la reprise des tolérances de fabrication des verres bombés, avec notamment la mise en place d'un profil de drainage adapté pour reprendre ces tolérances qui étaient de l'ordre de 12 mm dans le plan et hors plan. Comme vous pouvez l'imaginer, ce projet il a été réalisé dans le cadre d'une ATEX tenue par Bellapart. Qui a nécessité beaucoup de justifications. Parce que quand on regarde un petit peu de près, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement rien de traditionnel dans cet ouvrage, que ce soit en termes de vitrage. Donc là, c'est des vitrages bombés. Il a fallu effectivement produire des justifications pour l'assemblage des verres feuilletés, des justifications pour l'assemblage du vitrage isolant et notamment la pénétration d'humidité au niveau du joint de scellement. Également faire des essais à la flexion. En termes de structure, il a fallu démentionner, fabriquer, poser très finement pour que les vérifications et les compatibilités des ouvrages entre eux puissent être faites. Et donc, je vais passer la main à Sarah Arbos, qui justement a tenu la réalisation de ces structures, la fabrication, sa mise en œuvre et jusqu'à l'aboutissement du produit fini. Merci beaucoup, Charles. Bon, je commence un peu l'histoire. On était contacté pour essayer de faire une offre, pour mettre en œuvre cet exceptionnel ouvrage qui poussait à niveau au-delà de la norme l'architecture et la technicité. Ça, c'est le render qu'ils nous ont fourni. Après la première discussion avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses qui étaient vraiment importantes. C'était la géométrie, qu'il fallait bien la garder, c'était une chose intrinsèque de ces projets, et la continuité de réflexion. Et c'était dans les deux lignes qu'on a pris le défi. Et on a dit, comment on peut le faire? S'agissait, comme je dis, c'était 470 mètres carrés d'ouvrage à 25 mètres de hauteur. Voilà. Alors, on s'est dit, voilà, il faut qu'on aille en continuité de réflexion. Et pour ça, on ne pouvait pas faire de verre centré à froid, parce qu'on aurait de coupures sur la géométrie. Il fallait le faire centré à chaud. Mais il faut noter que c'est de vitrage isolant et que pour l'avoir, avant de cet ouvrage en France, ça n'avait jamais été fait. Mais du coup, on a fait une étude très pointue de la géométrie pour bien la maîtriser et pouvoir voir en exactitude la taille et les rayons de ces vitrages double courbure. On s'est rapproché de Sunglass pour voir quelles étaient ses limites, ses contraintes, et on a détaillé ces mailles-là en conjonction avec eux pour avoir ces précisions dans la géométrie. Et c'était dans ces processus qu'on s'est rendu compte qu'il fallait faire des joints boulonnés. Parce qu'avec des soudures,
soit en place, soit chez nous, on n'arriverait jamais à contrôler la déformation de telle façon de pouvoir soutenir les tolérances nécessaires. Mais on avait un sujet que c'était la raideur des nœuds. D'accord? Et avant de faire la proposition finale, on a fait le calcul, on va dire, en 2 étapes. Une étape initiale d'analyse computationnelle avec des éléments finis, parce que c'était pas, on partait des joints massifs, mais il y avait besoin de mettre des trous pour pouvoir accéder et faire la pré-contrainte et la contrainte des boulons. Et là, on a vu que ça pouvait marcher. Et c'est là on a dit, bah, OK, on a une offre, on peut le faire. Ensuite, on s'est dit, on n'est pas convaincu qu'avec les éléments finis. On a fait 2 tests chez nous, de 4-point bending et de torsion pure. Et on s'est rendu compte, en faisant ce test, ces deux-là, que c'était beaucoup mieux la réalité que celle hypothèse qu'on avait prise. Et on s'est dit, bon, on part bien, ça marche. Après, ensuite, on a fait une vérification structurelle, juste à grosso modo moins, la charge avant, c'est tenu pour le côté, et pour les bras biarticulés qui se tiennent sur la goutte antérieure. Le poids propre, ça passe jusqu'à un mur. C'est un mur béton, ce n'est pas les structures du bâtiment qui après, c'est cette mur qui est redistribué sur le bâtiment. On a fait des analyses esthétiques de deuxième ordre avec des imprécisions forcées pour voir que toute la structure elle tenait. On était convaincus, on suivait. Et là, on a parti sur le prototypage. On avait déjà une idée, mais on a fait, ça c'est les premiers nœuds qu'on a usinés chez nous avec un contrôle numérique 5 axes pour voir les temps de durée et les tolérances. Ça, on l'a fait avec 0,1 mm de tolérance. Et on a mesuré chacun avec un bras pharo pour bien maîtriser qu'on gardait les tolérances. Ensuite, on a fait ces modèles-là, en fait, pour que les architectes, conjoints avec les ingénieurs, pouvaient valider la finition de cette nœud. Et dans un de ces temps, on a fait 7 prototypes déjà avec le point de vue ATEX, qui a permis de valider la couleur, les finitions, mais aussi de faire notamment 2 tests, qui sont les suivants. Un test impact, corps souple, et un test d'étanchéité à l'eau. On a fait l'APEX, c'est la partie supérieure, parce que c'était la plus complexe, parce qu'on avait les 13 ouvrantes, et l'interface entre les panneaux fixes et l'ouvrante, c'était assez compliqué pour réussir à avoir l'étanchéité. Tout ça vient de se passer aussi. Et là, on a commencé à faire toute la fabrication dans notre atelier. Et vous voyez qu'ici, on a le bras pharo. Et ici, vous voyez les structures primaires. Et là, on a fait de centrage 3D dans les structures primaires. Chaque structure, quand il arrivait, il était mesuré avec le bras pharo pour garantir les 0,1 mm dans tous les côtés. Aussi les nœuds. Mais après, on savait que la tolérance, elle s'accumule. Et on voulait bien maîtriser où il était. Et on a fait de pré-assemblage chez nous. Et après, on a fait un scan 3D pour bien vérifier que toute la structure, elle était nickel, en pointe. Et en dessous, vous voyez, on a fait pareil pour l'APEX. Une fois on était bien convaincu que ça fonctionnait, on a soudé le RICO, que c'était la seule chose dans laquelle on avait besoin de suture. Et juste pour avoir un ordre de grandeur, chaque pièce dans cet ouvrage est différente. Ça veut dire qu'on avait à peu près 50 d'ancrage, 180 profils centrés, 190 nœuds et de profils RAID PRS et de vitrages, tous différents. Les vitrages, pour pouvoir garantir la tolérance, on a fait des voyages de Velapar chez Sunglass qui est en Italie et on a tout vérifié avec des scans 3D, avec des feuilles d'autocontrôle parce qu'on voulait se trouver dans l'ouvrage avec tout contrôlé. C'est quasi presque où ils sont en pièces uniques. Je dis, j'ai 2 enfants que c'était comme un Lego. Vous achetez un Lego, il y a des petits sacs avec un gros manuel à le faire.
C'était ce qu'on voulait, parce qu'on avait une autre contrainte, que c'était, on n'avait pas de la place. C'était un tout petit patio, juste au milieu de Paris. On ne pouvait pas faire grand-chose à niveau moyen auxiliaire. La méthodologie de pose devait être vraiment précis, exact et minimaliste. Et on a envisionné cette méthodologie. Il est arrivé les transports comme un sac de Lego et on a commencé pour en bas les structures, les latéraux. Après, vous voyez ici, chacun avec les numéros numérotés. On a continué qu'avec les structures, et une toute petite nacelle ici. On continue. On avait un tour à l'extérieur mobile très grand, un MK88, qui permettait de nous aider une fois on arrivait au tour et aussi d'enlever les moyens de levage une fois finalisé. On continuait avec les structures et une fois on avait fait les structures, on rentrait dans la partie vitrage. À grosso modo, on avait 3 types de méthodologies de pose de vitrage. Une méthodologie pour la partie basse, dans laquelle on se servait d'un robot ventouse. Une partie pour tout ce qui était les vitrages dans l'angle, avec un ventouse plate et des LED des échafaudages. Et dans la partie haute, on se servait de la grande tour, de la grande grue mobile. On a suivi le même style de bas en haut en faisant la pose de vitrage. Ici, on voit un peu comment ça a changé. Et dans la partie finale, il avait plus de grue d'abord, et aussi tout ce qui était la silicone de l'extérieur a été fait avec beaucoup d'alpinistes. Et tous les tests à l'arrosage et tous les tests d'étanchéité ont été faits avec des alpinistes, ainsi que tous les revêtements latéraux, les habillages latéraux, parce qu'il n'avait pas de la place. Et voilà, ça c'est un peu le gif final qui nous a permis, comme on voit, d'aboutir dans une réalisation qui a une continuité de réflexion comme celle qu'on avait promis, qui garde aussi la structure et la géométrie initiale et qui donne ce résultat-là. Et ça a été possible grâce à la coordination de 3 métiers avec un objectif très clair. Et ça permet aussi de pousser les limites de cette belle réalisation. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.